RMC, l'after-foot, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. L'after de retour ce soir après un week-end évidemment très dur pour tout le monde. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas avec notre équipe du lundi. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Florent Gautreau. Florent, bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir on programme les drôles de l'âme comme tous les lundis à partir de 23h, ce qui nous permettra d'évoquer bien sûr outre l'actu foot dans chacun des pays concernés, également le retentissement des attentats dans le monde du foot en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. On évoquera l'équipe de France 3 jours après donc ce France-Allemagne au Stade de France et les attentats parisiens, et à la veille du match en Angleterre avec différentes questions. Dans l'after, différentes questions de débat bien sûr suite à ces attentats touchant au monde du football. Le hashtag RMC Live pour vous toute la soirée, le 32-16 bien sûr. Et puis on suit un match ce soir les gars. Match retour de barrage entre l'Irlande et la Bosnie-Herzégovine, et après 62 minutes c'est l'Irlande qui mène 1-0. Un penalty suite à une main litigieuse. Je sais pas si vous l'avez vu. Histoire de main. Et voilà, moi j'ai un ami qui est né à Sarajevo, donc supporter de la Bosnie-Herzégovine, qui me dit merci Thierry Henry. Moralité, 5 ans plus tard, c'est pour notre gueule. 6 ans. Compensation. C'est 6 ans, c'était non mais là il y a une main, franchement. C'était novembre 2009. C'est osé de la siffler, il a la main collée comme ça, là il a fait tout pour l'enlever, le pauvre bosniaque, et finalement. Toi, tu crois que 6 ans après, non, les mecs, bien sûr, mais voilà les réactions dans sorte de clin d'œil que t'aimes bien, c'est ça. Voilà, les réactions des supporters de la Bosnie. Bon, c'est pas fini, il y a eu un partout à l'aller. Si la Bosnie marque, il pourrait y avoir des prolongations. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bien, première question, les gars, parce que on va s'en poser ce soir des questions avant de partir à Wembley dans quelques instants. On va simplement, parce que finalement ça partage pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Le hashtag RMC Live d'ailleurs est ouvert pour ça. Est-ce que ce match de demain face à l'Angleterre fallait le jouer? Certains joueurs ne voulaient pas le jouer. Des joueurs de l'équipe de France l'ont exprimé clairement. Noël Le Graët dans le week-end est allé les voir, les joueurs, il leur a dit non, on joue. Il n'a pas mis en avant du tout des raisons économiques ou autres liées aux engagements de la fédération. Il a parlé bien sûr de sursaut national, il a parlé d'amour du maillot, il a parlé de la nation et de l'importance de continuer à jouer au foot et d'aller vers l'avant. Quel est votre avis, messieurs? On le joue demain, ou alors vous vous êtes posé la question comme certains joueurs? De toute façon, pardon, j'ai l'impression de t'avoir coupé. Non, j'ai inventé un nouveau concept. Je coupe la parole avant même qu'elle ne démarre. Non, au moment de la respiration. Vas-y. Je te laisse la parole. Non, mais pourquoi pas être assez pragmatique finalement sur un dossier aussi sensible. Noël Le Graët est allé voir les joueurs, oui, certainement. Il leur a posé la question, ou peut-être pas. Il leur a expliqué pourquoi il fallait. Mais je pense que dans des moments aussi délicats, demander à des joueurs, vous avez envie, vous avez pas envie. Ceux qui sont touchés par le discours, qui disent ok, on va y aller parce que on y va, on sera au terme du deuil national. Et puis il faut pas s'arrêter, il faut continuer à vivre. Et ces mecs-là qui ont envie de le jouer le jouent. Et si certains ne se sentaient pas, ne pas leur en vouloir et dire qui en aurait voulu, je sais pas. Imaginons, puisque la Sana Diarra a été frappée par cette tragédie, si Diarra dit, moi je préfère pas, ou je viens mais je reste sur le banc, je vous regarde, qui va lui dire quoi que ce soit, qui va lui en vouloir de pas vouloir participer à ça? Personne. Ouais. Donc je militerais plutôt sur ce genre d'affaires, sur une sorte de liberté, qui d'ailleurs après tout revient à hors période trouble comme ça. Si quelqu'un veut pas jouer en équipe de France, de toute façon, il faut pas le forcer. En aucune manière. Donc si le mec ne se sent pas pour une quelconque raison, on n'a pas à l'obliger. Et là, dans une période aussi délicate, pareil, le mec veut pas venir parce qu'il est touché. Sauf qu'en l'occurrence, il y a un règlement pour ce que tu dis, oui, qui existe. Non, mais je veux dire, sauf qu'il y a un règlement qui existe qui peut obliger quelqu'un à jouer en équipe de France. Alors que là, évidemment, et encore heureux, rien n'oblige les Bleus à disputer le match. Et je pense que ce règlement qui existe
tu as raison de le mentionner, mais je pense qu'on a à obliger personne de jouer pour une équipe nationale si le mec ne se sent pas. Or, je sors de ce cas de figure actuel, d'une façon plus globale, on force pas un mec à jouer pour l'équipe nationale puisque c'est une sélection s'il a pas envie d'être sélectionné. Alors après, si on revient dans le cadre de la tragédie que nous vivons tous en ce moment, bah là on peut vraiment comprendre qu'un mec ne se sente pas et ait pas envie d'y aller. Tu parlais de la cousine de la Saladera qui donc malheureusement est décédée. La sœur d'Antoine Griezmann était au Bataclan également, mais est sortie tout à fait indemne de la salle de concert. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont quand même dû vivre le truc au plus près. Voilà, ils étaient en groupe dans le vestiaire après le match. On va d'ailleurs y revenir. On vous racontera un peu comment s'est passée la soirée et la nuit pour l'équipe de France dans la nuit de vendredi à samedi. Donc Flo, toi, ton point de vue? Bah, en fait, le point de vue, effectivement, sur un plan individuel, tout est audible et tout est faisable. Il y a aucun souci. Après, c'est bien quand même d'avoir une décision, on va dire, fédérale, une décision même nationale. Et je trouve pas mal dans l'idée, qui n'est pas simple, quand on la prend pour chacun et pour son cas individuel, de se dire, tu sais, la vie continue. Parce qu'après, quand on met ça sur un plan concret, c'est, tu amènes tes enfants à Disneyland, tu amènes tes enfants au stade, là, chacun se pose la question. Chacun fait comme il le sent. Mais après, qu'il y ait une sorte de direction, je trouve pas mal que le match ait lieu, parce que finalement, si ça avait été au Stade de France, le débat n'aurait même pas eu lieu, mais ça permet de faire passer un message, de dire quelque chose. C'est-à-dire que moi, je milite tout le temps en dehors de ce genre d'événement pour dire que le foot fait partie de la société, que il faut surtout pas le déconnecter du reste, pour que les joueurs aussi, on milite souvent pour ça, pour que les joueurs ouvrent leurs écoutilles en général, et pas seulement quand il y a des attentats, mais pour que ils soient partie prenante quand il y a des débats dans la société et qu'ils soient pas complètement déconnectés. Et là, ils vont avoir la possibilité, enfin, même sans rien faire, en étant présents, tu vas expliquer tout ça tout à l'heure avec toutes les cérémonies qui vont avoir lieu demain à Wembley. Tu fais passer un message, tu dis quelque chose, tu montres quelque chose, voilà, il va se passer quelque chose, on va se souvenir de ce match. Et en plus, il se trouve quand même, par rapport à l'histoire de France, que la France, dans ces deux matchs, c'est contre l'Allemagne et contre l'Angleterre. C'est incroyable parce que c'est pas anodin, enfin c'est le hasard, hein, évidemment, mais que ce soit l'Allemagne et l'Angleterre, on sait ce à quoi je fais allusion, que ce soit la guerre de 100 ans, que ce soit la guerre de 39-45, pour être très clair, enfin voilà, les relations à la fois compliquées et maintenant évidemment apaisées entre ces pays-là, que ça se passe sur des matchs comme ceux-là, c'est important. Et justement, c'est d'autant mieux qu'ils aient eu lieu, y compris que le France-Allemagne soit allé à son terme, que c'était des matchs comme ça un peu symboliques, avec des nations importantes de notre histoire, des voisins très importants, pour plein de raisons différentes. Je trouve qu'effectivement, ça a une valeur de symbole. Je bémolise la bémolisation, parce que sur ta digression là, sur les sportifs doivent pouvoir prendre la parole et tout. Faut faire attention, parce que là, c'est comme le dit Daniel. Si un mec veut s'exprimer, qu'il s'exprime. Faut pas non plus tomber sur un sportif qui a pas d'avis juste parce qu'il a pas envie d'en avoir, ou parce qu'il n'est pas qualifié pour en avoir, s'il a pas d'avis, il se sent pas qualifié pour en avoir. S'il a pas d'avis, moi je milite juste pour que. D'ailleurs, souvent, il vaut mieux pas l'entendre. Non, voilà. Sauf que. Non, toi, ce que t'aimerais, c'est que les mecs, ils fassent tout, ils essayent tous de faire fonctionner parce qu'ils ont une responsabilité. C'est que, et il y a quand même des choses aussi qui vont dans le bon sens. C'est dans les centres de formation, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup de défauts, sur l'éducation, sur le fait qu'ils aillent à l'école le plus longtemps possible, sur le fait que leurs parents leur demandent parfois de poursuivre un peu leurs études plus longtemps, sur le fait que leurs parents vont leur dire ouvre un journal, écoute la radio, fais cet effort-là. J'ai foi en l'avenir là-dessus. Je suis peut-être plus optimiste que la moyenne, mais je me dis ça aussi c'est possible. Et donc bah voilà, c'est en ce sens que évidemment si tu n'as pas les compétences et pas l'envie et pas les idées claires pour dire quoi que ce soit, on va pas te demander ton avis en conférence de presse. Dans quelques instants, on va aller à Wembley retrouver Jérôme Sillon qui nous racontera ce qui va se passer demain. Mais tout de suite, Louis avec nous est là au 32-16. Louis, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Louis. Louis, je t'arrête parce que l'Irlande vient de marquer un deuxième but, donc déjà il n'y aura pas de prolongation. Va aller à l'Euro. Ouais, ça veut dire que maintenant la Bosnie doit marquer 2 buts je te vois en 20 minutes. C'est en fait en solidarité avec les rouquins, puisqu'on en a parlé la dernière fois. C'est ton côté rouquin. Ouais, c'est mon côté rouquin. J'ai failli être franchement, ce genre de match, mais alors je m'en fous complètement. C'est vrai qu'il est pas passé loin du rouquin, lui. Hein. Non, l'Irlande, pour une raison, je sais pas, d'atmosphère, d'ambiance, et puis par rapport à ce qui s'était passé. D'ailleurs, en termes de pourcentage de roues, là, entre les Gallois, les Anglais, les Nord-Irlandais, plus eux, on augmente le pourcentage de façon substantielle, tu remarqueras. Tout à fait.
2-0. Et là, il n'y a pas de main sur ce but-là. Il n'y a pas de problème. Hein. Et c'est le gardien c'est Begovic. Là, il s'est trouvé. C'est le gardien de Chelsea. Il s'est trouvé comme il faut. Il s'est pris le ballon petit côté qu'il n'avait pas fermé. 2-0 donc pour l'Irlande. Louis, on revient à toi. Échec pour Bazdarevic. Oh, le pauvre. Il collectionne un peu ou pas? C'est dans loose, Bazdarevic, non? Un peu, j'ai l'impression. Grenoble, Sochaux. Bon. Louis, rebonsoir. Bonsoir, oui. Louis, tu étais au Stade de France vendredi soir? Exactement, donc je travaille régulièrement au Stade de France pour les événements sportifs ou les concerts, et donc vendredi j'ai travaillé. J'étais à l'extérieur du stade, dans un comptoir qui se situe à peine 150 mètres de l'événement, justement. Et donc, voilà, je voulais raconter un petit peu ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu as vu alors? Donc, il était environ 21h20. Donc, j'ai entendu une première déflagration, et donc là, j'ai pensé à un pétard, à un fumigène, donc je me suis pas trop inquiété. Bombe agricole, comme nous, t'as dû te dire. C'est ce qu'on s'est dit. Même si on s'est dit, c'est quand même un peu étonnant pour une bombe agricole. C'est bizarre, un petit peu fort. Mais je me suis pas imaginé une seconde, Je me suis pas imaginé une seconde qu'il allait, que ça allait se passer. Donc, au bout d'une minute, je vois quand même les policiers s'activer autour de moi, aller en direction de la porte D. Et donc, 2 minutes après, j'entends justement les deuxièmes déflagrations. Moi, j'en entends 2 d'affilée, 2 énormes. Et donc là, je vois vraiment tous les policiers courir, passer devant moi. Je vois justement des gens dans le sens inverse venir vers moi, en disant il y a une explosion, partez. Donc moi, je savais pas trop comment réagir, donc j'étais debout, j'étais sur place, quoi. Donc j'appelle mon père tout de suite pour dire il y a eu mets la télé, il y a eu une explosion et tout. Et il me fait qu'est-ce que tu racontes? Le match continue. Je dis mais RMC, ils doivent en parler, et non. En fait, pendant une demi-heure. Oui, parce que nous, on n'avait pas. En fait, nous n'avions pas d'informations. Nous, à ce moment-là, Louis, il a fallu le temps évidemment de vérifier tout ça. On n'allait pas parler de choses comme ça à l'antenne sans que ce soit vérifié et que les forces de l'ordre aient confirmé l'information. Louis, tu comprends? C'est d'où un délai évidemment important. Enfin important. Oui, ça a mis à peu près 3/4 d'heure entre les moments des explosions et le moment où on en a parlé à l'antenne. Nous, au stade, on l'a su avant les gens qui étaient au stade, mais après, peut-être ceux qui étaient chez eux et qui étaient, on va dire, branchés sur des fils d'actualité, qui ont dû le savoir un peu avant nous. C'est tout le paradoxe d'être sur place, et en fait, on était un petit peu entre les deux. Oui, les gens qui étaient en dessous, peut-être de nous dans le stade, n'étaient pas au courant. Nous, on l'a su un peu avant, et ceux qui étaient raccrochés au fil actu l'ont su avant nous. Nous, on avait entendu le bruit, mais sans pouvoir l'interpréter ou le comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, donc il y a un peu la panique. Moi, je savais pas trop quoi faire. S'il fallait que je ferme mon comptoir, parce qu'il y avait entre guillemets des milliers d'euros dans le comptoir, les boissons, tout ça. Donc, j'attendais un ordre de ma direction. Et au bout de 5 minutes, on m'a dit de fermer. Donc, de tout laisser, de partir. Donc, j'ai quand même pris l'argent et j'ai fermé la remorque. Et je suis parti. Et là, on nous a dirigé vers un petit parc à côté. Et donc là, on a attendu jusqu'à 2h du matin, en fait. On avait interdiction de rentrer dans le Stade de France. Vous ne pouvez plus rentrer, en fait. Donc ça, c'était les gens qui travaillaient à l'extérieur, même les passants qui étaient là, éventuellement? Ah non, juste ceux qui travaillaient à l'extérieur. On nous a regroupés dans un petit parc. Mais d'ailleurs, ça me permet parce que Louis, donc toi t'étais aux premières loges, ce qui a dit, peut-être tu nous en as pas parlé là, mais peut-être même choquant pour toi. Tu pourras peut-être nous le dire, mais globalement, quand même, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Bon, Flo, toi t'étais pas au stade? Non. Vendredi, Daniel et moi on y était. Il y a quand même eu, il faut quand même souligner que globalement, on a l'impression que les choses ont été très bien maîtrisé par les forces de l'ordre. La sortie du stade, il y a eu quelques mouvements de foule qui semblent assez logiques, puisque la moitié des portes étaient fermées. Ouais. Voilà, je veux dire, à l'intérieur du stade, les gens étaient concentrés sur le match. Même si on s'est demandé quand même, et je suis d'accord avec toi, effectivement, ça a été plutôt géré. J'imagine qu'en plus, en plus haut lieu, on a vite su ce qui se passait et qu'on aurait pu, peut-être même dès la mi-temps, arrêter le match. Mais je ne sais pas si la solution aurait été bonne, parce que difficile d'envisager à ce moment-là la réaction du public et les éventuelles crises de panique. Il n'empêche quand même que vers la fin, on était là, nous on savait tout, on était à fond dedans et on voyait bien que les gens ne savaient pas encore, et on se demandait mais à quel moment ils vont prévenir les gens, et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont les prévenir. Ils attendent la fin du match pour les prévenir, et là à ce moment-là on voit qu'ils les préviennent
pas réellement, parce que le message, c'est des incidents à l'extérieur nous oblige à vous faire sortir par des portes précises, donc qui étaient éloignées de là où c'était produit. À l'opposé. Et là, je disais, mais j'espère vraiment qu'à un moment, il va pas y avoir... Et quand les gens sont sortis, ont vu que c'était fermé, qu'ils sont revenus, là j'ai vraiment cru au mouvement de panique, et là j'ai vraiment cru que ça allait. Il y a eu quelques mouvements de foule quand même, mais sur le non seulement ça a été plutôt bien géré, mais il faut dire aussi que j'ai trouvé la réaction des gens aussi étonnante que bonne, parce que en dehors des 5 minutes. Allez, montre en main 5 minutes où ça a commencé à courir, à envahir la pelouse, il y avait des gens au-dessus de nous qui voulaient sauter de la tribune à l'autre, qui auraient pu d'ailleurs se faire super mal, et alors que ça servait à rien en plus, s'il n'y avait pas de danger en haut ou quoi. Ça a duré 5 minutes, mais pour le reste, je trouve que la réaction des gens a été plutôt calme, quoi. Ça, effectivement, l'ensemble a été plutôt bien géré. Sur la gestion de pourquoi aussi il fallait pas arrêter le match, pas seulement pour les mouvements de foule ou de panique, mais parce qu'à un moment donné, on ne savait pas. Moi qui étais à l'extérieur, personne ne savait s'il pouvait y avoir d'autres kamikazes, d'autres terroristes aux alentours du stade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont supposé d'ailleurs que c'était maîtrisé parce qu'ils ont sécurisé un grand périmètre vers les sorties dont vous avez parlé. Le stade a été fermé, hein. C'est-à-dire que le stade était fermé. On nous a dit vous bougerez pas. On pouvait plus bouger. Et puis après, sécuriser quelques sorties qui étaient à l'opposé, qui permettaient l'évacuation. Mais la réalité aussi, c'était de sécuriser aussi les gares, notamment les transports en commun, parce que les terroristes voulaient se faire sauter dans le stade ou à l'extérieur. Mais il faut savoir qu'il y a un endroit qui est terrible pour ceux qui prennent les transports en commun pour le Stade de France. C'est sur le quai du RER où il y a des rames pourtant successives les soirs de match, mais malgré ça, il y a des grands moments où les quais sont bondés. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'effectivement ça a été très bien géré et qu'il y a eu du calme. Non, effectivement, il fallait faire aller le match à son terme. Il y a aussi un autre précédent quelque part, c'est l'histoire du fameux Liverpool-Juve au Ezel. La raison invoquée pour le fait de jouer ce match qui a été très critiqué à l'époque, on se rappelle, en France, y compris par rapport à Platini, etc., c'était de dire si le match est interrompu, là pour le coup des heurts, en plus là il y avait des supporters virulents, c'était encore un peu différent, là il y aura des heurts entre les supporters, donc il y a une sorte de tradition maintenant qui dit qu'il vaut mieux le plus possible faire aller les matchs à leur terme pour éviter ce genre d'incident. Louis, tu veux rajouter quelque chose ? Non, tout a été dit, juste que voilà, donc nous on est resté jusqu'à 2h du matin, donc on avait interdiction de rentrer dans le stade, donc on a attendu qu'une personne nous ramène nos affaires, nos clés d'appartement, nos véhicules, nos clés de véhicules. Donc ça a été une soirée très longue quand même, et puis recevoir toutes les 5 minutes des appels de nos amis pour dire est-ce que ça va et tout, ça a été assez éprouvant. Et surtout aussi recevoir les alertes fusillade dans le 10e, dans le 11e. C'est ça, on se demandait ce qui se passait. Oui, comme tout le monde, oui, tu étais dans l'incompréhension totale et Louis, on a tous traversé ça de façon un peu compliquée. Toi, tu étais évidemment au plus près de l'action. J'imagine que tu as passé un week-end compliqué. Oui, il m'a paru assez long, oui. Mais écoute, on va essayer de retrouver le foot très vite, bien sûr, avec notamment le match de demain. Salut Louis, merci pour ce témoignage. Qui sera pas un vrai match, quoi. On va en parler dans quelques instants de ce match. Les gars, au 32-16, on vous attend. Jérôme Sillon, dans quelques petites secondes, avec nous. Tiens, et puis tu parlais du Ezel, Florent. Tu sais qu'il y a un Italien de 45 ans qui était au Bataclan. Mais c'est vrai cette histoire. Oui. On l'a vérifié. Parce que si c'est vrai, parce que franchement, tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux, déjà en temps normal, je me méfie. De tout ce qu'on fait, des phrases qu'on prend, qu'on ressort. Il y a tellement eu de photos qui ont été très mal utilisées. Je vous conseille à ce sujet. Donc je me méfie de cette histoire, mais si elle est vraie, cette histoire. Je vous conseille à ce sujet pour ce que tu viens de dire, qu'il y a maintenant des gens qui travaillent sur les rumeurs. Immédiatement, dès vendredi soir ou samedi matin très tôt, 1h, 2h du mat, je crois que c'est Samuel Laurent de Mémoire du Monde qui lui traque les fausses rumeurs et les fausses infos. Il en avait trouvé déjà 7 ou 8 à 2h du matin le samedi, dont la photo des Allemands qui étaient soi-disant déjà dans la rue. C'était une photo d'une autre manif qui n'avait rien à voir. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein comme ça. Les rues de Paris déserte dimanche ou samedi, alors qu'en analysant la photo on voyait qu'il y avait des feuilles aux arbres. Il y a eu énormément de choses. Mais bon, que veux-tu, nous sommes en tweetocratie. Oui, mais cela dit, je vous conseille de suivre ce compte parce qu'il explique aussi comment, entre guillemets, essayer d'échapper à ça, c'est-à-dire les 2-3 réflexes qui permettent d'aller sur les bons sites, d'aller vérifier, parce qu'il y a quand même des sites sérieux d'information qui font référence. Allez, à tout de suite, on part à Wembley dans quelques instants. Que va-t-il se passer demain soir en marge du match face à l'Angleterre? Jérôme Sillon nous dit tout dans quelques secondes.
RMC jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot. Super Bribois. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau également, l'After est là jusqu'à minuit avec vous. L'Irlande mène toujours 2-0 face à la Bosnie. Il reste un gros quart d'heure à jouer pour l'instant. L'Irlande est à l'Euro et Jérôme Sillon, lui, est à Wembley. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Jérôme. Alors Jérôme, quel est déjà l'état d'esprit de l'équipe de France là à 24 heures de ce match? Aujourd'hui, tu as vu Hugo Lloris, Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Bon, il y a beaucoup de gravité forcément dans leur comportement, dans leurs attitudes, dans les mots qu'ils ont choisis aujourd'hui en conférence de presse, même sur leur visage. Quand on les a vus arriver à leur hôtel à Londres ce midi, il y a eu très peu de gestes envers les quelques supporters anglais qui étaient là. Il y a seulement Paul Pogba qui s'est arrêté pour signer un autographe. Sinon, tous les joueurs avaient vraiment le masque, voilà, visage fermé. Et puis aujourd'hui en conférence de presse, donc un discours empreint de gravité chez Hugo Lloris et Didier Deschamps, bien conscients qu'ils allaient disputer demain soir plus qu'un match de football et qu'ils allaient tout simplement représenter la France et qu'ils voulaient tout simplement honorer le maillot et les couleurs qu'ils peuvent d'ailleurs apercevoir depuis leur hôtel, les couleurs bleu, blanc, rouge, puisque vous savez que l'arche du stade de Wembley a été colorée de bleu, blanc, rouge et que l'hôtel de l'équipe de France, il est situé vraiment mais juste en face de l'enceinte où aura lieu la rencontre demain soir. On parlait tout à l'heure de Lassana Diarra. Est-ce qu'on a des infos sur le fait qu'il participe à la rencontre de demain ou pas? Alors a priori, il sera pas titulaire au coup d'envoi. Il sera pas titulaire du tout d'ailleurs. C'est un pléonasme ce que je viens de faire, c'est pas grave. Donc Lassana Diarra, oui, qui est forcément très très marqué par les événements. Il a été assez discret ce week-end auprès de ses coéquipiers. Il a évité de trop en faire, mais en tout cas le message qu'il a posté sur les réseaux sociaux a été unanimement salué et loué par Hugo Lloris, par Didier Deschamps et par tous ses coéquipiers. D'après ce qu'on a vu à l'entraînement ce soir, c'est plutôt Morgan Schneiderlin qui devrait jouer dans cette position de milieu axial récupérateur entouré de Yohan Cabaye et de Blaise Matuidi. Donc a priori, pas de Lassana Diarra et au coup d'envoi, ni Antoine Griezmann qui devrait lui aussi débuter sur le banc de touche. Alors, que va-t-il se passer demain avant le match? Quel est le protocole qui est prévu? Est-ce qu'on a des infos précises? Alors, il va se passer pas mal de choses. Il va se passer d'abord que le protocole va être inversé. On va jouer la Marseillaise après God Save the Queen. En général, on joue toujours l'hymne de l'adversaire en premier. Et bien là, ce sera en second. Il se pourrait même que les joueurs des deux équipes, des deux sélections se mélangent pour vivre la Marseillaise ensemble. Ça, c'est pas encore décidé, c'est toujours en négociation. Voilà ce qui va se passer. Ensuite, les paroles de la Marseillaise vont être projetées sur les écrans géants du stade pour qu'un maximum de spectateurs puissent tout simplement chanter. Il y aura aussi un tifo bleu-blanc-rouge qui sera réalisé par les supporters anglais. Donc logiquement, on devrait vivre une Marseillaise vraiment poignante et un très grand moment d'émotion demain soir. Je rappelle aussi que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, est projetée sur la façade du stade de Wembley. Le prince William sera là également. Les ministres des Sports, Patrick Caner et Thierry Braillard, seront également présents demain. Donc il y aura beaucoup de monde et la presse anglaise ici a invité tous les supporters qui seront présents au stade à apprendre les paroles de la Marseillaise pour la chanter avec les 1500 ou 2000 supporters de l'équipe de France qui feront le déplacement. Jérôme, merci pour toutes ces infos. Donc demain, on va plus évidemment retenir des images de ce match que le match lui-même. Je veux dire, sportivement parlant, je sais pas. Est-ce que vous lui voyez un intérêt, vous, à ce match demain, sportivement parlant? Aucun intérêt sportif. Merci Jérôme. Ce que nous raconte Jérôme est intéressant, fort. Il va y avoir une grosse charge émotionnelle et symbolique autour de cette rencontre-là. Et j'attends, puisque tous les Anglais sont en train d'apprendre les paroles de la Marseillaise, j'attends de voir, parce que effectivement, il y a des temps qu'on va dire normaux où chacun fait un peu ce qu'il veut. Si on se sent pas touché par les paroles du chant de la Révolution française, l'un des fondements de notre République, il y a des moments également où je pense que on doit oublier les 2 ou 3 réticences, à mon sens, incompréhensibles qu'on peut avoir par rapport à la Marseillaise. Et j'attends de voir une équipe de France qui la chante, mais qui la chante réellement comme jamais ne l'a chanté, parce qu'il y a des moments dans l'histoire où le symbolique doit l'emporter. Oui, je pense que demain tous les joueurs vont la chanter sans aucune exception. J'espère bien. Non, mais déjà le vendredi soir,
comme ça, 9 sur 11 l'a chanté. Non, mais là c'est du 11 sur 11. Oui, non, mais je te dis pour te dire, donc bon, c'est. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des moments où il faut un petit peu mettre de côté. Maintenant, tu vois. Je le rappelle, les réticences qui, à mon sens, sont incompréhensibles puisque c'est pour moi l'un des symboles de notre République. Je prends la parole en premier, si vous permettez. Effectivement, demain, je pense que tous vont la chanter parce que évidemment, ce sont des circonstances particulière, mais je tiens moi à préciser que je ne suis absolument pas, comment dirais-je, en temps normal, choqué ou comment dirais-je, ou turlupiné, je sais pas quel mot employer, par des gens qui ne chantent pas la Marseillaise. C'est-à-dire voilà, j'estime que c'est pas un débat. Ça dépend. Ça dépend. Je parle en temps normal. Oui. C'est-à-dire là, on est dans des circonstances exceptionnelles. Oui, bien sûr. Demain, mais ça dépend. Est-ce que ne pas la chanter, comme tu le dis, pour je sais pas quelle raison, j'en sais rien, je sais pas ce qui peut pousser à ne pas avoir envie de chanter un chant aussi merveilleux et qui est le fondement de notre République. Parce que tu peux penser qu'en l'écoutant et en étant recueilli, non mais comme une prière dans une église que tu n'es pas obligé de déclamer. Tu n'es pas obligé de la dire pour la ressentir. Je suis absolument d'accord avec toi. Par exemple, non mais je vais juste te couper. Non mais je vais te finir. Non mais sur le premier point, imagine que demain, Lassana Diarra soit sur le terrain parce que peut-être que tout le monde ira, je sais pas, et que pour des raisons d'émotion, peu importe, il a envie d'être recueilli sans chanter parce que chanter, ça demande un effort aussi particulier. Ne t'inquiète pas, ce genre de choses généralement se voit. Il y a ce cas de figure effectivement où on peut, comme tu dis, une prière que tu ne veux pas dire mais que tu ressens plus profond. Il y a ce cas de figure. En revanche, il y a l'autre cas de figure où tu ne veux pas et où tu dis moi personne ne me forcera jamais à la chanter et où en gros je suis limite dans l'anti. Et là, ça, excuse-moi, ça ne regarde que moi de le dire, mais je ne le supporte pas, je ne le comprends pas. Il faudrait qu'à l'école, on explique une bonne fois pour toutes ce que veut dire la Marseillaise, ce qu'elle représente dans notre histoire, dans l'histoire de ce pays, mais également de l'humanité tout entière, parce que ça va de pair avec notre Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, et donc, je pense, dans l'histoire de l'humanité, un des moments les plus importants. Je ne comprends pas. Et il y a dans notre pays une tradition anti-marseillaise qui moi me choque. Si on m'explique en revanche qu'on oppose à ça, j'en sais rien, les gens d'extrême gauche, la volonté de chanter l'international parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la France mais dans une vocation internationale communiste ou je ne sais quoi, ok, ce sera une explication. Mais être anti-marseillaise et encore plus dans un moment pareil, là, ça, pour moi, je ne le comprends pas. Et je dirais autre chose par rapport à ce que j'attends des réactions des footballeurs après. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, et c'est là où il faut faire bien attention, c'est pour ça qu'on disait avec Gilbert, peu importe, entre guillemets, si tu la chantes ou pas, c'est le message que tu mets derrière. Si, effectivement, à la fin du match, par exemple, question à quelqu'un qui n'a pas chanté, pourquoi? Et s'il te dit effectivement c'est une volonté, non mais ou à l'inverse, si c'est une volonté politique, je n'aime pas, je déteste ce chanteur. Chez l'équipe de France. Voilà. Déjà. Par exemple, là c'est différent. Mais attends, oui, mais attends, j'ai pas terminé. Et ensuite on prendra la 4 Christian Carambeu, comme ça tu nous diras ce que t'en penses. Non mais Très juste, très intéressant. Non mais moi je veux juste terminer pour dire, si quelqu'un a une justification par exemple demain qui nous semble déplacée, et s'il justifie cela pour des raisons politiques, pour être très clair, ou religieuses ou autres, je ne sais pas, et en plus demain, ce sera déplacé, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir au débat global sur le fait de la chanter ou pas, là dans ce que tu dis, ce qui est très important, c'est les motivations qui poussent à ça. C'est en cela que moi je dis, je ne me contente pas de regarder qui la chante et qui ne la chante pas. Je veux savoir ce qu'il y a derrière. Et la plupart du temps, je le dis parce que moi il y a des moments où je la chante et des moments où je ne la chante pas dans des lieux X ou Y. D'accord. Et c'est vrai que parfois, parce que j'ai envie, et d'ailleurs c'est plutôt, je vais te dire un truc, je la chante plutôt dans des moments. On est d'accord que quand ça représente ou quand ça symbolise chez une personne une sorte de sentiment anti-France, c'est dérangeant. Mais bien sûr, mais donc dans ces cas-là, il dégage de l'équipe de France. De ce que tu dis là, y compris depuis le 7 janvier, enfin le 11 janvier par exemple ou autre, et de ce qu'on peut voir. Après, mais de ce qu'on peut voir globalement depuis des mois et des mois, ces réticences dont tu parles, certes elles existent, faut pas les nier, mais tu avais aussi, puisque tu dis qu'il y a une sorte de tradition anti-marseillaise, tu avais aussi à l'inverse, on va dire le regain de popularité de ces moments de cohésion. Donc, tu sais pourquoi, ce que je veux dire par là, ne sois pas aussi négatif en disant les gens dans ce pays détestent la Marseillaise. Non, les gens ne détestent pas, ils ont envie d'être unis, y compris là-dedans. Je vais te dire, tant mieux. On va accueillir un prof d'histoire dans quelques instants.
l'instant qui veut nous parler de la Marseillaise. Tant mieux, parce que j'estime depuis trop longtemps que dans ce pays, la force du symbolique a été abandonnée et que des éléments symboliques de notre pays, comme le drapeau ou la Marseillaise, ont été abandonnés, notamment à la fin des années 80, et récupérés par terre par le FN. Et moi, ça m'a toujours profondément choqué. Et je suis content que tu le dises. Non, mais c'est la réalité. Non, mais quand on dit que... Je vous mets... Il y a une évolution, Flo, t'as raison, mais bon. But de l'Irlande. 3-0. Bon, voilà. Alors, qualifié, c'est fini. Hop, terminé. Au revoir, ils sont qualifiés. Merci les gars, bravo, vous êtes là. Cette fois, vous avez passé les barrages. Tu sais qu'il y a John Oshie qui est toujours là. Exactement. Je vous mets sur la table un cas particulier, celui donc de Christian Carambeu. Que s'est-il passé pour ceux qui ne le savent pas dans la vie de Carambeu? Carambeu qui a représenté la France, qui est né en Nouvelle-Calédonie, n'a jamais chanté la Marseillaise pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, son grand-père avait été grand-père ou arrière-grand-père. J'ai un doute là. Un de ses aïeuls a été exhibé lors d'une exposition coloniale au tout début du siècle à Paris. En gros, exhibé comme on l'aurait fait pour un animal, un singe ou autre. Hein. Donc, c'est une histoire qui avait été cachée en Nouvelle-Calédonie. Lui-même l'a redécouverte en faisant ses propres recherches et tout, parce que sa famille n'en parlait pas. Bref, c'est quelque chose qui l'a marqué, il a été choqué. Et donc, il avait je sais pas comment le qualifier. Je comprends bien. Une espèce de ressentiment envers sans doute la France, ou bien un certain type de France qui avait infligé ça à cet aïeul. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Carambeu? Alors, si on suit ta logique, Daniel, on l'enlève de l'équipe de France ou on le garde? Il fait, lui, à ce moment-là, référence à un moment précis de l'histoire de France, mais en l'occurrence, en rejetant ce moment de l'histoire de France que je pense on rejette tous, puisque c'était les moments de la colonisation et ceux dont tu as parlé, mais la Marseillaise n'a rien à voir avec ça. Au contraire, je dirais même à sa place, je l'aurais chanté encore plus fort. Pour dire, justement, moi je me bats pour être, d'abord, il l'est français puisqu'il était de Nouvelle-Calédonie, mais je le chante encore plus fort. Parce que les valeurs de la Marseillaise, c'est pas ça, justement. C'est ce qui porte les valeurs c'est ce qui accompagnait la Révolution. Et c'est ce qui a accompagné ce mouvement-là qui a donné la Déclaration des droits de l'homme. Donc, à sa place, je le chante encore plus fort. C'est comme, je vais te dire, j'oublie toujours leur nom, les athlètes noirs en 68 à Mexico, quand ils lèvent le poing. Mm-hmm. Leur message, c'est pas on rejette les États-Unis. C'est John Carlos. Voilà. C'est on veut, nous, être les États-Unis. On se battra pour être dedans. On veut pas être dehors. Là où je veux en venir, c'est la différence, par exemple. C'est la différence entre le rap américain et le rap français. Dans le rap américain, tu trouveras très très peu de gens qui sont anti-US. Très très peu. Le patriotisme existe même chez les rappeurs américains. Alors, eux, ils vont se battre pour ils vont parler de la discrimination et tout, mais on les suivra tous là-dedans. On peut débattre du patriotisme, certains. Alors que dans beaucoup, oui, moi, j'en fais une valeur très importante. Quand je te mets, chez les rappeurs français, tu as une grande tradition d'anti-France. Quand je te mets le cas de Christian Carambeu, chez les Américains, par exemple. Quand je te mets le cas de Christian Carambeu sur la table, c'est-à-dire que chacun a son histoire personnelle. Je t'ai répondu, moi je l'aurais chanté encore plus fort. T'as répondu, t'as donné ton point de vue, donc chacun a son histoire personnelle et son propre ressenti. Ouais, mais il se trompait en l'occurrence. Toi, tu mets la Marseillaise au-dessus de tout dans ta hiérarchie. C'est les fondements de notre République. De la République française. Le drapeau, la déclaration très bien. Moi je te réponds. Et par la suite sont arrivés plein d'autres choses. Je te réponds la liberté, je te réponds la laïcité. La liberté, c'est la Révolution française. La liberté. Oui, chacun met en avant les valeurs qui l'interpellent en premier. Tu as raison. Voilà. Sauf qu'il y a des fondements. Faut accepter aussi la. Non mais ce qui vient, chacun c'est pas forcément les fondements, c'est que toi t'es attaché plus au sein. Enfin pas plus. T'es attaché aux deux, mais tu es attaché fortement au symbole. Et moi je suis pas contre les symboles. Florent et ensuite Aurélien au 32-16. Moi je préférerais, il y a pas de hiérarchie, mais si encore une fois quelqu'un ne chante pas la Marseillaise, mais qu'il a tous les fondements en lui, tout l'ADN de la France et de son pays, des institutions de la France laïque, républicaine, égalité, liberté, fraternité et le reste, eh bien c'est pas grave. Mais pour revenir sur Carambeu, là où je te rejoins sur quelque part, mais plus généralement dans les deux sens, sur l'instrumentalisation à l'inverse de la Marseillaise, c'est-à-dire l'instrumentalisation de ne pas la chanter, parce que je pense qu'effectivement c'est une sorte d'erreur un peu historico-politique qu'il faisait. Il aurait mieux fait. Il se trompait. Non, mais surtout, il aurait mieux fait effectivement il l'a fait d'ailleurs, de raconter cette histoire pour rappeler le moment, ce moment-là qui était peu glorieux, et de dire.
par exemple, je la chante ou je la chante pas, mais la Marseillaise n'a rien à voir là-dedans. Ce que je veux rappeler, c'est que par exemple mon passage en équipe de France peut me permettre, puisque je parlais de la politique et du sport, peut me permettre de rappeler qu'il y a eu ça aussi. Ça participait de la victimisation de la France, qui moi me fatigue au plus haut point. La France a fait dans son histoire des choses moches, mais énormément de choses très belles aussi. Et il y en a un petit peu marre de juste pour terminer. Comment il avait dit l'entrepreneur récemment, de se flageoler, c'est qui flageoler, c'est Hervé Renard. Ouais, voilà. Ouais. D'ailleurs, il est parti par l'arrière. Et alors, juste pour terminer, c'était seulement les entraîneurs de Toulouse. Et dans les belles choses qu'a fait la France, il y a notamment, toi, un chant qui te plaît et que tu as raison d'adorer, le chant des partisans, la Révolution française, la Marseillaise, sont des choses qui ont apporté à l'humanité tout entière. Juste pour terminer, juste très court. L'instrumentalisation dans les deux sens. Pourquoi la Marseillaise, elle était si compliquée à gérer? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, c'était très important de la chanter, de la respecter, toujours dans mon éducation. Mais comme, et là tu as raison sur l'idée de ce drapeau qui était par terre, qui a été ramassé par le FN, comme la Marseillaise, entre autres, avait été brandie comme un symbole presque exclusivement du côté de l'extrême droite à un moment donné, c'est vrai que ça devenait compliqué parce que tu passais, pour faire simple, je parle chez un ado ou un machin pour un facho, et tu chantais la Marseillaise. Ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'instrumentalisation dans un sens, instrumentalisation dans l'autre. Effectivement, revenons à quelque chose de beaucoup plus pacifié. Ça existe toujours au foot aussi. Oui, mais certains copes de supporters. Non, mais aujourd'hui, justement, ce que je veux dire, ce qui est terrible, pour déclamer l'identité. Ce qui est terrible, c'est que les vieux, j'ai des gens j'ai croisé longtemps qui m'ont dit, vous n'avez pas connu une bonne guerre, et c'est pour ça que, et je dis c'est terrible, mais la vérité, c'est qu'avec tout ce qu'on vit de tragique ces derniers temps, effectivement, il y a un retour à des symboles que plus personne n'a le droit de s'approprier pour des raisons politiques, qui sont des symboles qui sont au-dessus de tout. Ça, c'est vrai aussi. Aurélien, dans quelques instants avec nous. Il est prof d'histoire, il veut justement nous parler de la Marseillaise. Il est 22h43, l'after revient tout de suite. N'oubliez pas, juste après 23h, les drôles de dames. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Super Brébois. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là et Aurélien nous rejoint au 32-16. Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu nous écoutais attentivement, maintenant c'est nous qui t'écoutons. Alors simplement, donc moi je suis prof d'histoire sur Paris, j'enseigne à des collégiens comme à des lycéens. Et par rapport à votre débat sur la Marseillaise, il y a souvent un argument qui est mis en avant par les gens qui s'opposent à ce chant comme étant dit un chant guerrier, en citant toujours ce passage qui est qu'un sang impur, où les gens en fait si tu peux expliquer ce que c'est, peut-être. Dénoncent la Marseillaise en disant qu'elle est un chant qui accuse les autres qui ne sont pas français, en tout cas les ennemis des Français, qu'ils aient un sang impur, et qu'en plus de ça, c'est un encouragement à ce qu'ils abreuvent nos sillons, donc à ce qu'ils abreuvent la terre qui est à nos pieds, qu'on abreuve la terre, qu'on foule du sang de nos ennemis, qui serait donc un sang impur. Cette vision-là, cette lecture-là de la Marseillaise, en fait, malheureusement, c'est une lecture de gens à qui on n'a pas appris ce que voulait dire la Marseillaise. Bravo. Et dans quel contexte elle avait été rédigée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, avant la Révolution française, on est dans une société d'ordre, où il y a trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et il est dit de la noblesse qu'il ne paye pas d'impôt, car le seul impôt qu'il paye est celui du sang. C'est-à-dire le sang qu'il faut verser lorsqu'il faut défendre la France. Jusqu'avant la Révolution française, il n'était pas du ressort du peuple français que de verser son sang pour défendre la patrie. Enfin, on parlait pas de patrie encore à ce moment-là, mais peu importe. Et justement, le bouleversement qu'apporte la Révolution française au niveau politique, c'est qu'on ne passe plus d'un royaume qui se définit par son roi, mais d'un État qui se définit par son peuple. Donc c'est dorénavant au peuple de défendre son pays. Et du coup, de la part des nobles, c'est un sang impur qui se retrouve responsable de la défense de la France. Et on a une guerre civile, il ne faut pas oublier, en fait, quand la Marseillaise est rédigée, elle est rédigée en contexte d'une guerre civile entre les Français républicains et les Français royalistes, qui combattaient avec les armées étrangères, autrichiennes, etc., contre les armées dites révolutionnaires. Et du coup, en fait, ce chant n'était pas, si vous voulez, une invitation à verser le sang des ennemis qui seraient tous des impurs, mais à verser, de la part des révolutionnaires français, leur propre sang qui est déjugé par leurs ennemis comme le sang impur. C'est comme un pied de nez, un doigt d'honneur. Parce que les monarchistes avaient le sang bleu. Voilà, il faut dire qu'on disait qu'ils avaient le sang bleu, ils n'avaient pas le sang rouge. Alors après cette explication très intéressante, Aurélien. Mais je remercie Aurélien parce que trop peu de gens, parce qu'à l'école on n'apprend pas ça. On l'apprend pas, c'est dommage. À l'école on apprend à respecter la parole des autres. N'est-ce pas, Aurélien? Des fois, il faudrait apprendre en rentrant les choses dans la tête. Et on a des heures de colle quand on coupe la parole du prof.
Aurélien. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Daniel? Non, mais toi aussi, tu vas t'en prendre une. Comme heure de colle. J'ai une idée d'heure de colle. On devrait le mettre à la matinale quand il nous emmerde. C'est le lendemain d'un after. Avec Jean-Jacques. Aurélien, comment est-ce que tu expliques? Non, à 4h30 avant. Taisez-vous, Gilbert, s'il te plaît. Voilà. Comment est-ce que tu expliques, Aurélien, qu'aujourd'hui, ce sujet de la Marseillaise soit devenu un sujet épidermique, alors que quand on remonte au foot, je parle du foot, quand on remonte au foot des années 70-80, le fait que la moitié des mecs la chantent pas, tout le monde s'en foutait. En fait, globalement, tout ce qui est au niveau des symboles de la République, de la patrie. Au-delà de la République, c'est de la patrie. La France de Vichy a fait excessivement de mal à la notion de patriotisme en France, et depuis qu'on est sorti de Vichy, il est très difficile de dire qu'on est patriote en dehors de ceux qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les gaullistes eux-mêmes. Et après ça, il a été très difficile de basculer sur une politisation, on va dire, de tout ça, une explication de tous ces symboles. Aurélien, n'oublie pas l'héritage 68ard et les gens d'extrême gauche qui préconisaient l'international plutôt que la Marseillaise. Sachant que les 68ards ont beaucoup dominé dans l'enseignement public et parmi mes confrères journalistes, l'idée de Marseillaise et de patriotisme a été foulée aux pieds. Par exemple, tout ce qui est, si vous voulez, historien des années 70-80. Et la sociologie, on n'en parle même pas. En fait. On est rempli d'historiens communistes. Évidemment. Qui ont une vision, en fait. Alors, moi, je suis pas patriote ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon avis. Enfin, je décris simplement ce qu'on appelle l'historiographie. Comment est-ce que les hommes écrivent l'histoire. Et on a des historiens qui haïssent profondément le patriotisme et qui veulent, et en plus de ça, on a à la fois les communistes qui veulent une union de tous les hommes, le principe de l'international simplement, et on a à la fois aussi plus tard les Européens, les pro-Europe qui veulent faire disparaître tout ce qui pourrait rappeler le nationalisme, les particularités propres à chaque nation, gommer ça dans un projet idéal, que je critique pas, d'une Europe où enfin les nations qui ont donné naissance à la première et à la Seconde Guerre mondiale disparaîtraient au profit d'une cohésion commune. Alors oui, mais c'est Daniel qui m'envoie sur un autre sujet, excuse-moi. Mais le sujet est important parce qu'il explique pourquoi aujourd'hui on a eu ces choses-là. Qu'est-ce qu'il fait avec Luis Fernandez à l'époque, on s'en foutait, c'est ça ta question? Ouais, Luis, je sais pas s'il l'a chanté ou pas, mais Platini par exemple la chantait pas et d'autres la chantaient pas. Mais moi je peux te répondre à ça. Et ça faisait pas débat comme aujourd'hui. Mais je peux te répondre à ça. Moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui on est dans une crise. Alors, les gens ont toujours du mal avec ça, mais on est face à une crise identitaire. Exactement. Parce que dans le fait qu'on a, sur quoi s'est construite la Révolution française? Sur le concept d'État-nation. Puisqu'il s'agissait de ne plus dire que ce qui faisait que la France, c'était le roi, il a fallu redéfinir ce qu'était la France. Et on a redéfini la France à partir de 1789 à travers à travers le concept de nation. Le problème, c'est que avec le nationalisme, depuis, après la Seconde Guerre mondiale, on a progressivement détruit ce que pouvait être la fierté de la nation et qu'est-ce que la nation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens peuvent tous se poser, et ça apparaît à la télévision à chaque fois les débats, mais dites-moi qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple, etc. Alors qu'en 1789 c'était une évidence. Et aujourd'hui ça ne l'est plus. Le problème c'est que notre République est fondée intrinsèquement sur le concept de nation. Je ne dis pas que le concept de nation de 1789 doit être le nôtre aujourd'hui, peut-être qu'il faut le redéfinir, mais le fait est qu'avec le temps, en fait, il y a une crise, moi, c'est comme ça que je le vois, il y a une crispation à travers ce qu'on appelle la crise identitaire, mais en fait, à travers ce qu'est le concept de nation. On ne peut pas reprocher aux gens de réfléchir sur la notion de nation aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple français, simplement poser la question et leur dire mais vous êtes des fachos à vous poser la question, voilà. Quand le problème est que la République française a été construite sur l'idée d'État-nation. C'est intrinsèque à l'identité, mais même de la République allemande telle qu'elle a été fondée en 1870 par les Prussiens qui affirmaient le fait qu'ils étaient le peuple allemand. Aurélien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer, mais c'est plus compliqué que tout ça. Pardon. Je précise à Momar sur Twitter que tu n'es pas Michel Onfray, tu es bien Aurélien. Ah non, pas du tout. Il l'est pas du tout. Non, mais pas du tout. En tout cas, moi, Aurélien, moi, je te remercie vraiment, mais du fond du cœur pour toutes tes explications qui, j'espère, sont entendues par ceux qui nous écoutent. Et je partage tellement ton point de vue. Après, les gens peuvent peuvent avoir leur avis, mais il faut pas blâmer
simplement des réalités géopolitiques et ensuite les gens qui se questionnent simplement. Après, on a le droit d'être en désaccord tous avec les uns avec les autres sur les réponses qu'on y apporte. Mais actuellement, c'est très difficile, même, je vous le dis là, de dire des choses comme ça dans une salle de classe avec des élèves qui vous connaissent. En fait, c'est des débats qu'on peut avoir parce qu'ils savent très bien que quand on pose la question, on le pose sincèrement et eux, en fait, aiment ça, en fait. Ils apprécient le fait qu'on puisse avoir une discussion politique sincère ou quoi que ce soit. Mais actuellement, c'est quelque chose de moins en moins présent dans un peu partout, quoi. Et en tout cas, voilà, pour la Marseillaise, j'espère que tous les gens qui ont entendu arrêteront de penser que le sang impur, ça désigne les ennemis et justement, je pense que ça a d'autant plus de force par rapport au contexte aujourd'hui où les salafistes nous désignent comme nous des sangs impurs qui pratiquons une vie infecte, etc. C'est d'autant plus l'affirmation de dire non, ben vas-y, mon gars, si tu veux, verse mon sang impur. Moi, je suis d'accord. Et il y a d'autres paragraphes, couplets, de la Marseillaise que les gens devraient dire. Je dis pas que c'est le meilleur des textes. Moi, d'ailleurs, il y a des choses qui me plaisent. En fait, on s'en fout. C'est même pas la question. Mais il y a des moments où, quand ils disent tremblez, tyran, et vous, perfides, les tyrans sont ceux qui nient la liberté des autres, qui par la force nient la liberté des autres. Or, qu'est-ce que le terrorisme, si ce n'est l'application de la force pour nuire à l'autre, quoi, simplement. Donc je pense qu'au contraire, en fait, si on avait une approche si on expliquait beaucoup plus, moi c'est ce que j'essaie de faire en tout cas avec mes gamins. Je sais pas qu'est-ce que ça porte comme fruit, mais si on avait une approche beaucoup plus intellectuelle, même sans dire que c'est pas excessivement intellectuel, c'est juste parler, discuter, réfléchir. Il y a beaucoup d'imbroglios comme ça qui seraient plus facilement démêlés dans nos sociétés aujourd'hui, et on arrêterait de perdre du temps. Parce qu'il y a toujours des gens aujourd'hui qui font des alternatives en disant « Ah, moi, je fais une alternative à la Marseillaise, je vais remplacer tous les mots violents par des mots gentils. » Quelle connerie, alors. C'est ce qui est très creux. Merci beaucoup, Aurélien. Merci beaucoup, vraiment. Je précise que tu n'es pas de la famille de Rouget de Lille, hein, qui... voilà. Ah non, pas du tout, non. Non. D'ailleurs, vous savez où il est enterré, Rouget de Lille? Ah, pas du tout, non. Dis-nous. À Choisy-le-Roi. La ville d'Antonio Ferrara. Ouais. Il n'a rien à voir avec. Il n'est pas né à Bourg-la-Reine. Parce que Choisy-le-Roi et Bourg-la-Reine, ça c'est la blague de Gautreau, très bien. Merci Aurélien. Bourg-la-Reine, c'est Manuel Ferrara, pardon. Mais de rien. Salut. Merci beaucoup Aurélien. Salut Aurélien. D'ailleurs, par rapport aux attentats du 13 novembre, il y a cette citation là sur Twitter qui est pas mal par rapport aux Français en général. Ne doutez jamais du courage des Français. Ce sont eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles. C'est Doug Larson. C'est pas faux. Tiens, j'ai encore quelques tweets. Moi, j'ai Kikoula qui nous dit sang impur, un chant merveilleux. C'était les Bourbons. Kikoula nous dit sang impur, un chant merveilleux. Ben voyons. N'empêche qu'en temps normal, je la chante pas, mais demain, oui. Nous dit. Tu vois, pardon, tu viens de lire ce tweet. Voilà. Le mec, il l'a écrit. Il a écouté notre auditeur Aurélien ou pas? Oui, il peut très bien écouter sans forcément être en phase. Non, mais je pense que. Non, alors attends. Non, alors là en revanche, ça je ne comprends pas. J'avais d'autres tweets à lire. Non mais attends, Gilbert, une bonne fois pour toutes. Tu as un prof d'histoire qui t'explique quelque chose qui est incontestable. Le mec derrière son tweet, on lui accorde 0 crédit. Soit il écoute ce que dit le prof et il se tait, soit on n'a pas le droit de dire sa parole. Bon, alors, je l'ai lu. Non, mais son avis n'est pas recevable. Alors, tiens, à l'inverse. Il ne peut pas le savoir, lui. Il peut rester choqué par le terme sang impur. Mais il ne peut pas, si on lui explique. Si le mec vient, il se fait chier pendant 1 heure à lui expliquer s'il veut pas entendre, c'est qu'il est débile, donc on le laisse à sa débilité. Je suis désolé. Tous les avis ne sont pas bons à entendre, sur Twitter. Désolé. Il y a Max qui dit apprendre le sens de la Marseillaise dans une émission de foot, c'est beau mais anormal. Ce qui est pas faux. C'est-à-dire que normalement, tu dois le savoir à l'école. Ça, c'est pas mal. Très bonne remarque. Ludozil nous dit, Platini a dit qu'il voulait pas la chanter car c'est un cri incitant à la guerre. Eh ben, parce qu'il ne sait pas. Il est ignorant. Mais tu sais, le nombre de joueurs de foot de cette époque-là, qui effectivement m'ont tenu ces propos, et puis quand je leur expliquais ce qu'Aurélien m'a expliqué, ils me disaient, ah oui, mais ça, pourquoi personne nous l'a jamais dit? Et là, t'es comme ça, alors t'essayes de te souvenir. Alors, à toi, à quel moment à l'école on te l'a appris? Eh ben non, je me souviens qu'à l'école on l'a pas appris. C'est à la fac, c'est plus tard, c'est en lisant. C'est dans toutes les écoles on l'apprend, l'école primaire. Non, mais ce qu'il y a sur le sang impur, pas tout ça, on n'explique pas ça. Tu sais s'il y a du débat. On reste avec cette idée qui est sortie en plus
de gens provenant de l'extrême gauche que c'est le sang machin. Voilà. Tu vois, s'il y avait s'il y a une histoire en Allemagne qui existe, moi je me souviens quand t'arrivais à l'école, il y avait une sorte de truc d'actualité. Il y avait deux choses qui étaient très intéressantes. Et quand tu parles de l'actualité, par exemple, tu disais tiens, mes parents ils m'ont dit, par exemple, je te prends un exemple, t'aurais dit tiens, mes parents ils me disent que il y a des paroles guerrières dans la Marseillaise et c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on la chante. Là, boum, le prof fait son boulot et explique effectivement la réalité. Ça, c'est un exemple. Et non pas de l'actualité générale, en disant qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé, machin. Et la deuxième chose, les cours de religion, au passage. En Allemagne, il y a un truc qui s'appelle Religion, tu fais de la religion, mais toutes les religions, tu apprends. En France, on craint de parler de ça. Et à la fin, t'arrives à des méconnaissances et à des problèmes, y compris pour des trous béants dans le cerveau. Voilà. Allez, à tout de suite. 32-16 est là. J'ai Mickey qui nous dit si on est royaliste, on fait comment? Bon, Mickey, tu reviendras une autre fois. Dans quelques instants, Nicolas au 32-16 qui veut réagir. Et puis Philippe Auclair et les drôles de l'âme à suivre, bien sûr, jusqu'à minuit. Avec Go Sport, suivez toute l'actu de l'événement foot de l'année 2016. Go Sport, vivons sport. RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.